Juste sous nos pieds, sous le béton de nos villes, il y a tout un monde invisible. C'est un réseau de rivières artificielles, oui, des rivières, conçues pour gérer un des plus gros défis de la vie urbaine, l'eau. Cette infrastructure, on ne la voit jamais, mais elle est absolument vitale. C'est elle qui protège nos maisons des inondations et nos rivières de la pollution. C'est une bonne question, n'est-ce pas? On voit la pluie tomber et puis, pouf, elle disparaît. Mais où va-t-elle vraiment? La réponse, vous allez voir, elle est super complexe. Et en fait, elle nous en dit long sur la façon dont on a construit nos villes. Alors c'est parti, on va explorer ensemble ce qui se trame juste là, sous nos pieds. Ok, première chose à savoir, il faut bien faire la différence entre deux types d'eau. D'un côté, il y a ce qu'on appelle les eaux usées. Bon, ça c'est simple, c'est l'eau de nos cuisines, de nos salles de bain, bref, notre eau du quotidien. Elle est collectée et part directement en station d'épuration. Et de l'autre côté, on a les eaux pluviales, autrement dit l'eau de pluie. Et c'est vraiment là que les choses se compliquent. Le gros problème, c'est ça. Une ville, c'est pas comme un champ ou une forêt. C'est en grande partie imperméable. Pensez-y, du béton, de l'asphalte partout. L'eau ne peut tout simplement pas s'infiltrer dans le sol. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle dévale les rues, les toits, elle emporte avec elle toute la pollution qu'elle trouve et elle arrive en masse, d'un seul coup. Résultat, un risque permanent d'inondation et une pollution qui finit direct dans nos rivières. Alors face à ce qu'on peut appeler un véritable déluge urbain, la réponse du XXe siècle, ça a été une vraie démonstration de force. Une solution d'ingénieur pure et dure, on va construire un immense labyrinthe souterrain pour se débarrasser de cette eau, et le plus vite possible. La logique derrière tout ça était d'une simplicité presque brutale. En 3 étapes. 1. On collecte. On aspire toute l'eau de pluie dans des bouches d'égout le plus vite possible. 2. On transporte. On la fait voyager dans un réseau de tuyaux souterrains gigantesques. Et 3. On rejette. On l'expulse sans ménagement dans la rivière ou l'océan le plus proche. Le but, c'était clair. Faire disparaître l'eau de la surface. La cacher, s'en débarrasser, point final. On pensait sécurité, propreté, mais on ne voyait pas plus loin que ça. Et ce qui est assez fou, quand on y pense, c'est la complexité du truc. Ce n'est pas juste un amoncellement de tuyaux mis au hasard, loin de là. Derrière ce labyrinthe, il y a un cerveau. Chaque canalisation, chaque pente est calculée au millimètre près pour que l'eau s'écoule parfaitement, à la bonne vitesse, sans que ça déborde, même pendant un gros orage. C'est vraiment l'ingénierie du XXe siècle à son sommet, une maîtrise qui se veut totale, mais qui est aussi incroyablement rigide. Le souci, c'est que ce système, aussi efficace soit-il sur le papier, eh bien, il craque. Il atteint ses limites. Pourquoi? Parce qu'il est rigide. Il n'est pas du tout fait pour s'adapter à des pluies qui sont de plus en plus intenses. Et puis surtout, sa philosophie est dépassée. Il traite l'eau comme un ennemi, un déchet qu'il faut expulser à tout prix, au lieu de la voir pour ce qu'elle est, une ressource. Face à ce mur, face aux limites du tout tuyau, une nouvelle philosophie a commencé à germer. Une idée radicalement différente. Et si, au lieu de se battre contre l'eau, on essayait plutôt de travailler avec elle? C'est un changement total, un 180 degrés dans la manière de penser la ville. Et le principe fondamental de cette nouvelle approche, le voilà. Limiter l'imperméabilisation des sols. Ça peut paraître simple, mais c'est une révolution. L'idée, ce n'est plus d'attendre que le déluge soit dans la rue pour le gérer, non, c'est d'empêcher le déluge de se former. Et comment on fait ça? En laissant le sol faire son travail, un travail qu'il a toujours fait, boire l'eau, tout simplement. En gros, on passe d'une logique de toboggan aquatique géant à une logique d'éponge. L'objectif n'est plus la vitesse, bien au contraire. Maintenant, on cherche la patience. On veut ralentir l'eau, la stocker temporairement, lui donner le temps de s'infiltrer tranquillement là où elle tombe. Et ce nouveau concept, il porte un nom qui est d'ailleurs très parlant, la ville éponge. L'idée est simple et puissante, transformer nos villes, qui étaient des surfaces dures et imperméables, en des sortes de structures poreuses, des structures capables de boire la pluie exactement comme le ferait une éponge dans la nature. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait concrètement pour construire une ville éponge? Eh bien, les ingénieurs, les urbanistes, ils ont aujourd'hui une toute nouvelle panoplie d'outils. Une boîte à outils qui est directement inspirée de ce que fait la nature depuis des millions d'années. On appelle ça l'infrastructure verte. Alors qu'est-ce qu'on a dans cette fameuse boîte à outils? Eh bien, plein de choses. Des toitures végétalisées, des revêtements de rue qui sont perméables, des tranchées qui permettent à l'eau de s'infiltrer, des sortes de fossés avec des plantes qu'on appelle des noues végétalisées, ou encore des bassins de rétention. Chaque outil a sa spécialité, mais ils ont tous le même but, gérer l'eau au plus près de là où elle tombe, en copiant la nature. Regardons un exemple de plus près. Les revêtements perméables. Ce schéma explique super bien le principe. En fait, c'est comme un filtre à café, mais pour une rue entière.
L'eau passe à travers une surface poreuse, elle est ensuite stockée dans une couche juste en dessous, un peu comme un réservoir, et de là, elle s'infiltre tout doucement dans le sol. Le résultat est bluffant. On a des rues, des parkings qui peuvent littéralement boire une averse. Un autre outil absolument formidable, ce sont les toits végétalisés. Eux, ils fonctionnent comme des éponges, mais en hauteur. Ils captent une bonne partie de la pluie avant même qu'elle ne touche le sol. Et ce n'est pas leur seul avantage, loin de là. Ils isolent les bâtiments, donc on consomme moins d'énergie, ils combattent les îlots de chaleur en ville, et en plus ils créent des petits habitats pour la biodiversité. C'est du gagnant-gagnant sur toute la ligne. Évidemment, il n'y a pas de solution miracle qui fonctionnerait partout. C'est tout l'intérêt de ce tableau. Il montre bien que chaque technique a ses propres super-pouvoirs. Par exemple, la noue végétalisée, ce fameux fossé avec des plantes, elle est championne pour l'infiltration. Le toit végétalisé, lui, il est top pour filtrer les polluants et s'intégrer dans le paysage. Le vrai secret, c'est de ne pas choisir un seul outil, mais de composer la meilleure équipe possible en fonction du lieu et du problème à résoudre. Alors, à quoi ça ressemble l'avenir de la gestion de l'eau en ville ? Est-ce qu'on doit tout casser, dynamiter l'ancien système ? Pas du tout. L'idée, c'est de construire un nouveau modèle, un modèle qui soit plus intelligent et surtout beaucoup plus résilient. Non, en fait, la vision la plus intelligente et la plus réaliste, c'est celle d'un système hybride. On fait travailler l'ancien et le nouveau ensemble. L'infrastructure verte, la ville éponge, s'occupe des pluies de tous les jours, les pluies normales. Et le bon vieux labyrinthe de béton, lui, il reste là. Il est indispensable en fait, c'est notre filet de sécurité, notre plan B pour les orages vraiment extrêmes, ce que même une forêt ne pourrait pas absorber. Et au final, pourquoi tout ça est si important ? Les bénéfices sont énormes. On parle de moins d'inondations, bien sûr, d'une eau plus propre, car elle est filtrée naturellement. On recharge nos nappes phréatiques, nos réserves d'eau souterraine. On rafraîchit les villes pendant les canicules. Et peut-être le plus important, on crée des parcs, des rues, des places qui sont plus vertes, plus agréables à vivre. On ne fait pas que résoudre un problème de tuyauterie. On est en train de réinventer la ville pour qu'elle soit plus saine et tout simplement plus humaine. Finalement, toute cette nouvelle philosophie nous laisse avec une question assez vertigineuse. Et si nos rues pouvaient boire la pluie ? Si au lieu de la combattre, nos villes apprenaient à collaborer avec l'eau? C'est peut-être là que se trouve la clé pour les villes de demain, des villes à la fois plus durables et plus résilientes.